Sur la scène internationale, les choses s'enveniment entre les autorités hongroises et le Parlement européen. Quelle est votre analyse ? Alors, on a beaucoup parlé de politique intérieure. Il faut effectivement jeter un œil sur ce qui se passe à l'extérieur, et vous avez raison, en particulier sur la Hongrie. Il y a le gouvernement de Viktor Orban, du Premier ministre hongrois, qui est à la tête du gouvernement. Son parti d'origine s'appelle le Fidesz, F-I-D-E-S-Z. Et dans l'œil du cyclone, ou plus exactement, il est actuellement l'objet de toutes les récriminations des euro-atlantistes et des européistes. Il faut dire qu'il s'est rencontré il n'y a pas très longtemps avec M. Salvini, l'italien, le vice-président du Conseil italien, et l'un et l'autre ont dit que pour les élections européennes, eh bien leur ennemi était M. Macron. Donc eux sont les tenants, Viktor Orban et Salvini, d'une Europe qui serait une Europe fermée vis-à-vis des migrants, une Europe où on respecterait davantage la souveraineté nationale des peuples, mais pour l'instant du moins ils se sont toujours proclamés pour l'Union européenne, pas pour l'euro, parce que M. Orban a fait, il y a quelques années, lui et les gens qui sont avec lui ont fait des modifications de la constitution hongroise qui ont été inscrits dans la constitution hongroise que le forint, c'est-à-dire la monnaie hongroise actuelle, le forint est la monnaie de Magyarország, c'est-à-dire de la Hongrie, de la République de Hongrie. C'est d'ailleurs ce que nous on fera quand on sera arrivé au pouvoir, on fera inscrire dans la Constitution le franc est la monnaie de la République française. Mais évidemment, eux, ils l'ont fait tout en étant dans l'Union européenne, en ayant ratifié les traités européens et donc en ayant pris l'engagement formel d'un point de vue juridique d'adopter l'euro le moment venu. Donc déjà, ils se sont mis à dos une partie des européistes. Mais fondamentalement, ce que reprochent les européistes à Orban, c'est de ne pas communier dans les lendemains qui chantent de la construction européenne. Alors, il y a eu un débat au Parlement européen où on s'est posé la question de savoir si on allait mettre en œuvre l'article 7 du traité de l'Union européenne, l'article 7 qui prévoit que si un État membre de l'Union européenne ne respecte pas les valeurs européennes qui sont listées à l'article 2 du traité de l'Union européenne, eh bien à ce moment-là, soit le Parlement, à une majorité des 3/5, soit la Commission, etc., peuvent saisir le Conseil européen pour prendre des mesures à l'égard de l'État récalcitrant, qu'ensuite le Conseil européen doit statuer à l'unanimité, éventuellement en retirant la voix de l'État en question, bien entendu, pour savoir si cet État doit être sanctionné, en particulier pour savoir si on lui retire son droit de vote au Conseil européen et un petit peu partout, voire le sanctionner financièrement. Alors, cette histoire a fait que la Pologne a déjà été... il y a déjà une procédure qui a été lancée il y a quelques mois contre la Pologne sur l'article 7, parce que la Pologne, on lui reproche de ne pas respecter les valeurs de l'article 2 du traité de l'Union européenne qui prévoit que les pays de l'Union européenne respecte l'état de droit, la démocratie, le pluralisme, comment dirais-je, les droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes, etc. Voilà, ça c'est ce que fixe l'article 2, la liberté. Et la procédure a déjà été lancée contre la Pologne au motif que le gouvernement polonais a décidé de fixer l'âge de la retraite des membres de la Cour suprême polonaise à 60 ans, et que ceci donc amenait un certain nombre de juges de la Cour suprême à partir de leurs fonctions, et que les nouveaux seraient nommés par les autorités de Varsovie. Et donc on a reproché aux autorités de Varsovie, en fait, de vouloir mettre au pas la Cour suprême polonaise. Alors moi, j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Quand on regarde ça, les bras vous en tombent. Parce que, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, notre Cour suprême à nous s'appelle le Conseil constitutionnel. Or, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas nommés à vie, mais sont nommés pour 9 ans. Ils sont nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire sont nommés par 3 personnalités les plus politiques des 3 personnalités françaises. Ça n'a rien à voir avec la Cour constitutionnelle, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, en République fédérale d'Allemagne, qui est la Cour suprême allemande, où les juges sont nommés pour une durée plus longue, qui est de 12 ans, mais surtout sont élus par les parlementaires, c'est-à-dire par la représentation nationale. Donc nous-mêmes,
si le gouvernement polonais est attaqué, la France devrait également être attaquée sur la composition de son conseil, de son conseil constitutionnel. Je ferai d'ailleurs remarquer au passage que je crois avoir été l'un des rares, sinon le seul candidat à l'élection présidentielle l'année dernière, à avoir justement proposé une réforme de la composition du Conseil constitutionnel en retirant au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat leur pouvoir de nomination pour le confier justement aux assemblées. Ça, c'était sur la Pologne. Mais alors sur la Hongrie, c'est encore pire, si j'ose dire. J'ai lu sur les journaux, là, je vais citer un article de Ouest France, qui va apparaître d'ailleurs sur votre écran. Ouest France qui écrit qu'est-ce qu'il reprochait à Orban. Et l'article de Ouest France, écoutez bien ça, parce que franchement, c'est vraiment assez extraordinaire. Je cite l'article. Il est reproché au gouvernement Orban d'avoir mis en place une réforme des médias et du système judiciaire qui pose problème du point de vue du pluralisme et de la séparation des pouvoirs. Nom d'une pipe. Je rappelle qu'en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président actuel, M. Schrammeck, qui est nommé par l'État, est l'ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin. Je rappelle que M. Schrammeck, par ailleurs, est membre du Conseil d'État et que toutes les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si on veut les attaquer, on est obligé de se pourvoir devant le Conseil d'État dont fait partie M. Schrammeck qui a toutes ses amitiés. Je rappelle donc qu'en France, le système qui garantit le pluralisme est complètement vérolé. Qu'est-ce que l'on ne dirait pas si on apprenait qu'en Russie, il y avait une autorité administrative chargée de faire respecter le pluralisme dans les médias, dont le président serait un intime de Vladimir Poutine. On hurlerait au scandale, d'ailleurs à juste titre. Mais alors en France, j'ai rappelé tout à l'heure que notre mouvement politique actuellement est le premier mouvement sur Internet, le site le plus consulté de tous les sites de tous les partis politiques français selon le classement Alexa Ranking, et que notre place ne cesse de s'améliorer, que nous créons de plus en plus la différence. Je rappelle que notre chaîne YouTube compte plus de 73 000 abonnés, ce qui fait de nous la deuxième chaîne d'un parti politique si on admet que la chaîne qui a le plus d'abonnés, c'est celle de M. Mélenchon, mais les vues qu'il publie font très peu de vues. C'est assez bizarre. Nous, on a à la fois 73 000 abonnés, mais en plus de ça, je l'expliquais tout à l'heure, nous battons des records d'audience et je suis actuellement, les entretiens que je fais, que ce soit ici, que ce soit sur RT France ou que ce soit dans tel ou tel média, en moyenne, c'est supérieur à tous les autres responsables politiques français. Je rappelle que j'ai été interrogé par des journaux internationaux. La Libre Belgique en Belgique, Le Temps de Suisse, Le Regard Libre de Suisse, Le Matin de Suisse, L'Orient le Jour du Liban, Algérie patriotique, le Jedmin Jibao, c'est-à-dire le quotidien du peuple chinois. J'ai été interrogé également par une grande revue qui s'appelle DV, une revue prestigieuse en Russie. J'ai eu à m'exprimer devant des télévisions étrangères, Al-Mayadin au Liban. J'ai parlé devant la télévision irakienne, télévision des Émirats arabes unis. J'ai été interrogé par des télévisions espagnoles. J'ai été interrogé il n'y a pas très longtemps par des journalistes japonais. Je n'ai rien depuis l'élection présidentielle, depuis le deuxième tour. J'ai été interrogé une seule fois sur Radio Monte-Carlo et une fois sur Sud Radio. Et je n'ai plus jamais été invité, ni sur TF1, ni sur France 2, ni sur France 3, ni sur RTL, ni sur Europe 1, ni sur France Inter, ni sur France Info, ni sur France Culture, etc., etc. Et c'est à M. Orban qu'on vient donner des leçons de pluralisme. Je rappelle que M. Macron a été élu à l'issue d'une escroquerie, d'une véritable manœuvre visant à estorquer l'approbation du peuple français. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même, a posteriori, M. Macron a bénéficié de 28% du temps de parole quand j'ai eu 1%. Et M. Macron a eu le culot de reprocher lors de l'élection, la réélection de Maduro au Venezuela. M. Macron est allé donner des leçons de morale en disant « c'est pas normal, au Venezuela, tous les candidats n'ont pas eu le même temps de parole ». Alors je ne suis pas là pour défendre spécialement M. Orban,
Mais je suis là pour dire qu'il y a quand même quelque chose de pourri, de complètement pourri dans l'Union européenne. Je rappelle que M. Orban est, de tous les dirigeants des 28 États membres de l'Union européenne, celui qui est le mieux élu. Il est élu par je ne sais plus combien, 63, 65%, peut-être plus encore, des électeurs hongrois. Il fait un troisième mandat, il a le soutien de la population. Il a une popularité, c'est comme M. Salvini, une énorme popularité dans leurs pays respectifs, alors que M. Macron, lui, est en train de creuser. Il a atteint le fond, il commence à creuser. Il a réussi ce tour de force de battre l'impopularité au bout de 15 mois qu'avait atteint M. Hollande. Eh bien, c'est quand même l'Union européenne qui lance une procédure. Quand le Parlement européen va-t-il lancer une procédure article 7 contre la France ? En faisant remarquer qu'en France, d'après Reporters sans frontières, la liberté d'expression est tombée en dessous de la 40e place. Quand l'Union européenne va-t-elle lancer une procédure article 7 contre la France en faisant remarquer que des journalistes de grand renom, comme par exemple Frédéric Tadei, est obligé d'aller se faire embaucher par RT France, Natacha Polony se fait embaucher par Marianne depuis que Marianne a été rachetée par un fonds tchèque. Quand est-ce que les Français vont pouvoir regarder en face le fait que nous n'avons plus de liberté d'expression réelle ? Il suffit d'aller en Suisse quelques jours pour s'en rendre compte. Il n'y a plus d'expression, il n'y a plus de liberté d'expression réelle en France. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire. Sur l'affaire Orban comme sur l'affaire Salvini, de toute façon, cette procédure n'aboutira pas puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et il est évident que, même s'il retire à la Hongrie son droit de vote, la Pologne et très probablement la République tchèque et peut-être d'autres États encore s'opposeront à ce que la Hongrie soit pénalisée par l'article 7 et réciproquement pour la Pologne. En réalité, le ver est dans le fruit. En réalité, il y a à l'intérieur de l'Union européenne une espèce de camarilla qui a pris le pouvoir, notamment en Europe de l'Ouest, une espèce de mafia, et qui entend se prévaloir de prétendues valeurs transcendantes et valeurs européennes, alors qu'elles ne les respectent pas elles-mêmes, pour essayer d'empêcher l'apparition ici ou là de gouvernements qui ne leur plaisent pas. Je terminerai sur cette affaire Orban par cette déclaration absolument invraisemblable de M. Guy Verhofstadt. Alors, c'est pas une immense célébrité. Guy Verhofstadt est un européiste, un ultra-européiste d'origine belge, enfin de nationalité belge. Et M. Guy Verhofstadt, d'ailleurs, a fait savoir qu'il avait passé une alliance avec Macron pour les élections européennes. Alors je ne sais pas jusqu'où va aller cette alliance, mais rien n'empêcherait par exemple En Marche d'avoir une liste aux élections européennes avec Guy Verhofstadt en numéro 1 ou en numéro 2 derrière, numéro 3 peut-être derrière l'inénarrable Daniel Cohn-Bendit. Il y a eu des ballons d'essai qui ont été lancés pour savoir si on pouvait le nommer à la place de Nicolas Hulot. Ça a été un tel tollé des Français qui ne veulent surtout pour rien au monde voir ce monsieur Cohn-Bendit de nouveau, que finalement Macron l'a remisé au placard pour quelque temps. Guy Verhofstadt, donc, a fait alliance avec Macron, allez voir les gazettes, pour les élections européennes de l'année prochaine. Monsieur Verhofstadt a fait une déclaration en disant il a appelé à l'aide les États-Unis pour stopper Orban. Mais incroyable. 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 Le même M. Verhofstadt, qui d'ailleurs doit répondre à la propagande habituelle en disant la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Mais Verhofstadt, qui appelle les États-Unis à vouloir mater le gouvernement hongrois, excusez-moi, mais c'est une réminiscence historique, c'est 1956. Lorsque la Hongrie déjà se rebellait contre le joug soviétique, les soviétiques et certaines forces qui étaient des forces qui voulaient lutter contre le revanchisme, des forces qui étaient du côté du pouvoir qui avait été installé par Matyas Rákosi, qui était le communiste hongrois, qui avait été le fameux inventeur de la technique du salami, eh bien, s'était tourné vers Moscou en demandant l'aide de Moscou, et donc les soviétiques étaient arrivés avec des chars. Eh bien, nous, c'est la même chose cette fois-ci, mais nous sommes tombés dans le mauvais camp. Cette fois-ci du rideau de fer qui sépare l'Europe. Désormais, eh bien, c'est l'Union européenne qui veut aller mater la Pologne, comme la Pologne de Wałęsa qui a été matée par le général Jaruzelski à la demande de Moscou. Et maintenant, il s'agirait de mater la Hongrie, comme la Hongrie avait été matée par Moscou. Eh bien non, ça ne peut plus durer. Ça peut d'autant moins durer que par ailleurs, M. Verhofstadt, je n'hésite pas à le dire, est une crapule, puisque M. Verhofstadt, son nom
a été lancé dans la presse parce qu'il faisait partie du scandale de ce qu'on a appelé les Paradise Papers, c'est-à-dire il a été mêlé jusqu'au cou dans des affaires, vous savez, de blanchiment, comment dirais-je, de fraude et d'évasion fiscale par toute une série de sociétés écrans. Je renvoie au scandale Paradise Papers. Voilà quels sont les amis de Macron, et voici quelqu'un qui se permet de nous donner des leçons de morale, de démocratie et de liberté.